Bonjour, je me trouve devant les laboratoires de l'Université de Nantes. Aujourd'hui, il est prévu qu'on aille faire une petite visite des laboratoires de OSE Immunotherapeutics, une start-up nantaise qui a le vent en poupe depuis quelques semaines puisqu'elle est en train de mettre en place un vaccin contre le SRAS-CoV-2 à base de stimulation notamment de lymphocytes T. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir interviewer le directeur scientifique et faire également une petite visite des laboratoires. Donc venez avec moi, je vous emmène. OSE, on est donc une société dont le siège social est basé à Nantes. Historiquement, on s'appelait FIMUN, donc on était une spin-off de l'Institut de recherche et transplantation immunothérapie sur le site du CHU. Et puis nous avons fusionné avec une autre petite spin-off parisienne, OSE Pharma, en 2016. Et donc depuis 2016, ce qui a permis de créer la société OSE Immunothérapeutique, on a tout le siège social, l'équipe de direction financière et toute la partie recherche qui est basée ici à Nantes. Parce qu'on est dans un hub, ce qu'on appelle un cluster d'immunothérapie important. Donc c'est important que les chercheurs ne soient pas isolés, on soit dans un environnement dynamique et intellectuellement stimulant. Et puis on a toute la partie plutôt sur le développement industriel, donc la fabrication des procédés, les aspects réglementaires, les échanges avec les agences et le suivi et l'organisation des essais cliniques qui elle est basée sur Paris. Notre projet le plus avancé, c'est ce qu'on appelle un vaccin contre le cancer, qui n'est pas un vaccin préventif, comme pour les maladies infectieuses, on est sur un vaccin thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va venir rééduquer les lymphocytes chez des gens qui ont déjà une tumeur. On est notamment en phase 3, donc maintenant tout le monde a un peu compris ces essais cliniques grâce à la crise, phase 1, phase 2, phase 3. On est dans cette phase 3 dans le cancer du poumon, chez des patients qui sont non répondeurs au traitement actuel, notamment les nouvelles immunothérapies. Et nous avons annoncé pendant le premier confinement, là, en mars dernier, des premiers résultats d'efficacité et de bonne tolérance, meilleurs qu'avec la chimiothérapie. Donc on continue le développement de ce produit. Ouais, alors l'OSE 230, c'est, je dirais, un des derniers bébés de la famille, en tout cas de l'équipe recherche. C'est un produit qui sort vraiment juste du stade de recherche et qui rentre maintenant en développement industriel et qui va rentrer dans les essais cliniques d'ici un an et demi. Ça prend un petit peu de temps de préparer tout ça. En quoi cette publication est importante? Pour nous chercheurs, c'est vraiment une reconnaissance et une validation de la qualité de la recherche. On a publié dans la revue Science, qui est quand même une des deux revues les plus prestigieuses au monde, et notamment dans le monde anglo-saxon et américain. Donc c'est vraiment une reconnaissance de la qualité de la science qui est faite ici, non seulement par l'équipe, mais aussi avec nos collaborateurs donc à Nantes. Et ce produit-là, OSE 230, concerne une nouvelle manière de concevoir demain le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, notamment chroniques. C'est-à-dire que historiquement, on pensait qu'il fallait utiliser des anti-inflammatoires pour essayer de revenir en arrière, empêcher l'inflammation. Et on a découvert ces dernières années qu'il y a des voies biologiques actives qui activement résolvent l'inflammation. Et ces voies-là sont déficientes chez les malades qui ont des inflammations chroniques, comme la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, le diabète de type 1. Et on peut, avec non plus des anti-inflammatoires, mais des molécules pro-résolutives, activer ces voies-là et déclencher la cascade qui va permettre au tissu de retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie, donc la bonne fonction. Et donc ce projet 230 est on a publié dans Science, c'est une première mondiale. C'est la première fois que quelqu'un démontre l'intérêt d'un anticorps monoclonal. Donc les anticorps, c'est les molécules qu'on développe ici à OSE avec les vaccins, dans cette nouvelle voie, cette nouvelle biologie qui est la résolution de l'inflammation. Alors, Covepid, c'est un vaccin de deuxième génération. Donc, on n'est pas sur une vaccination
où on va chercher à faire des anticorps contre cette fameuse protéine spike. Je crois que tout le monde a un petit peu compris que le virus utilise cette protéine-là pour s'accrocher à nos cellules, et que si on fait des anticorps, on empêche l'accroche, on empêche le virus de rentrer. Ça, c'est la première vague de vaccins qui sont maintenant autorisés en situation d'urgence. Le deuxième pan de l'immunologie, quand le corps se défend contre une infection virale, premièrement les anticorps, mais en parallèle, il y a les lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont des vraies cellules, des soldats. Ce sont eux qui nous défendent tous les jours contre les infections et aussi les tumeurs, c'est pour ça qu'on les connaît bien. Et ce sont des cellules capables de tuer les cellules infectées, et donc de cette manière-là, d'éliminer définitivement le virus. Le virus, s'il n'a plus de cellules dans lesquelles il est rentré, il ne va plus pouvoir se multiplier. Et donc en éliminant très vite les cellules infectées, on ne va pas empêcher d'être infecté, mais on va empêcher de devenir malade. Très très vite, le virus va plus pouvoir se multiplier et on n'aura pas toute cette cascade inflammatoire qui conduise les gens à l'hôpital. Et donc Covepit, c'est un vaccin, cette fois-ci prophylactique, c'est-à-dire qu'on est en préventif. Comment on peut rééduquer et apprendre nos lymphocytes à reconnaître le virus et les cellules infectées. On a une particularité sur notre plateforme, comme je vous expliquais, on est dans le cancer du poumon. Il n'y a pas beaucoup de plateformes ou de technologies de vaccins qui permettent d'éduquer les lymphocytes d'aller dans le poumon. C'est une immunologie un peu particulière, le côlon, le tube digestif, et le poumon, c'est ce qu'on appelle les muqueuses. Et donc notre vaccin, on a montré qu'Ovepit permet non seulement d'apprendre aux lymphocytes à tuer et à reconnaître les cellules infectées, mais également à migrer dans le poumon, et après les cellules vont être là et ils attendent. Il ne se passe rien s'il n'y a pas de virus. Elles restent là, elles attendent, elles peuvent rester des dizaines d'années, comme c'est le cas par exemple pour la grippe, ou une fois que vous êtes bien vacciné, ou d'autres approches. Et par contre, si jamais le virus rentre, que les cellules infectées, tout de suite elles sont sur place, comme des sentinelles en fait. C'est vraiment des sentinelles qui attendent gentiment l'infection et qui l'éliminent, qu'elle est là avant qu'elle prenne trop d'ampleur. En quoi votre vaccin il est différent des autres, comme par exemple Moderna, Pfizer Donc la première différence, on a parlé, c'est on n'utilise pas les mêmes armes de l'immunologie. Les deux sont complémentaires. Alors, on ne peut pas dire les ARN c'est mieux ou les lymphocytes c'est mieux. Les deux sont complémentaires et naturellement, quand on s'infecte, notre corps produit et des anticorps et des lymphocytes. L'avantage, je dirais, des lymphocytes, c'est que non seulement il dure très très longtemps. Après le SRAS de 2003, en 2020, quand les chercheurs ont réétudié les gens qui avaient été infectés, on a encore trouvé des lymphocytes T mémoire, on ne trouvait plus les anticorps. Donc il y a un aspect protection très long terme. Et puis surtout, les anticorps, on a une cible. La spike, il y en aurait peut-être 2 ou 3 autres possibles sur le virus. Mais 90% des antigènes du virus ne sont pas accessibles aux anticorps parce qu'ils sont cachés à l'intérieur. C'est vraiment le cœur du virus caché dans une enveloppe. Et ceux-là, en fait, les lymphocytes T peuvent le reconnaître, mais pas les anticorps. Donc en fait, on va pouvoir, nous dans Covepit, on a une vaccination contre 11 protéines différentes, 11 cibles. Donc le virus, si jamais il mute sur une cible, il en restera encore 10, vous voyez. S'il mute sur 2, il en restera 9, etc. Donc il y a le côté protégé long terme, mais aussi protégé de manière plus large. Et l'idée, elle est de protéger contre tous les variants. Et donc c'est ce qu'on a fait, je dirais l'été dernier, enfin du début mars-avril jusqu'à l'été. On a étudié comment le virus mute chez l'homme, comment il s'adapte, puisqu'il est changé d'espèce, il y a un saut d'espèce, et du coup il s'adapte une fois qu'il est rentré dans l'espèce humaine. On a analysé des dizaines et des dizaines de milliers de séquences avec justement les bioinformaticiens, et on a vu là où le virus mutait beaucoup, déjà malheureusement dans l'antigène de la spike. C'est pourquoi aujourd'hui on a des variants pour lesquelles on peut craindre une baisse d'efficacité des vaccins actuels. Et on a sélectionné les régions du virus très stables où il n'y avait pas de mutation. Et maintenant, en avril 2021, on est à plus d'1 million de séquences du virus qui ont été prélevées partout dans le monde, qui sont disponibles sur le web avec des outils bien spécifiques. Et on n'a toujours aucune mutation qui a émergé dans les antigènes qu'on a sélectionnés, parce qu'ils ne sont pas accessibles aux anticorps. Et en fait, c'est les anticorps qui créent une pression de sélection, qui favorisent l'émergence de variants dans les régions là où l'anticorps attaque le virus. Combien de scientifiques travaillent actuellement sur ce projet de Covepit ? Alors on n'a pas de scientifiques dédiés, je dirais qu'on a presque toute l'équipe qui s'est mobilisée, on a travaillé ce qu'on appelle en task force. On était confinés, comme tout le monde, et laisser des scientifiques un peu créatifs et imaginatifs en confinement, c'est pas bon. Ça nous a donné des idées, et donc en fait on s'est mis à, et c'est la première fois, on a commencé à réfléchir collectivement, mais en distanciel. On a utilisé pour la première fois les Zoom, Teams, à réfléchir comment on pouvait développer un projet de vaccin, parce qu'on a très vite anticipé qu'il y avait un risque d'échappement avec ces variants.
et comment on pouvait réutiliser notre technologie pour adresser ce problème-là. Et donc je dirais qu'il y a pratiquement toute l'équipe, on a été en tout cas au début 5-6 vraiment chercheurs à le concevoir, puis après on s'est mis à quasiment une quinzaine de personnes, ingénieurs, techniciens, chercheurs à faire le travail. Et puis maintenant on a les équipes de développement industriel à Paris et les équipes cliniques. Donc les chercheurs ont un petit peu arrêté cette partie-là et travaillé sur les autres projets, parce que maintenant la recherche est faite. Et c'est les autres équipes qui prennent le relais. Donc en moyenne, c'est quand même au quotidien une dizaine de personnes qui travaillent tous les jours sur ce projet-là, depuis 1 an. On démarre donc l'essai clinique en Belgique. On a 2 types de volontaires qui vont être recrutés dans le premier essai. Donc le premier essai, c'est ce qu'on appelle une phase 1. On va étudier la sécurité, c'est important, puisqu'on va vacciner des gens qui ne sont pas malades. Donc la sécurité et ce qu'on appelle l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité du vaccin à induire ces lymphocytes. Et donc, puisque maintenant, on anticipe en tout cas que la majorité des individus vont être déjà vaccinés avec des premiers vaccins type ARN ou autre, mais en tout cas contre cet antigène de la spike, on a ce qu'on appelle 2 cohortes, 2 groupes de population, des sujets naïfs qui n'ont pas été vaccinés, qui sont globalement des jeunes en Belgique, puisque la vaccination n'est pas encore éligible pour eux. Alors, quand on dit des jeunes, c'est personnes de moins de 55 ans, et une population qui a le même âge, moins de 55 ans, mais qui est déjà vaccinée parce que ce sont des professionnels de santé, du soin. Et donc l'idée va être de tester cette sécurité, et aussi est-ce qu'il faut une dose ou 2 doses. Nos études ont montré qu'une dose était suffisante chez l'animal, mais il faut le démontrer chez l'homme. Et donc on va avoir ces 2 populations pour voir comment le vaccin marche et son niveau de sécurité chez des gens qui sont déjà pré-vaccinés et des personnes qui sont naïves. À combien estimez-vous le financement nécessaire pour développer et commercialiser ce vaccin ? Vaste question. Plusieurs centaines de millions d'euros. Probablement, les estimations bases vont de 300 à 400 millions d'euros. Si on regarde combien il a été nécessaire, je pense, pour les autres sociétés pour mettre leur vaccin sur le marché, on parle quand même en milliards. On est plus proche du 900 millions, voire plus d'1 milliard, 1,5 milliard, pour certains 2 milliards de financements qui ont été mis, que ce soit chez BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, les Novavax. Donc c'est des montants très très importants qui nous paraissent un peu fous aujourd'hui. Ouais. Donc on a démarré, ça c'est important, je tiens à le rappeler, souligner, c'est avec une première aide de Nantes Métropole qui a monté un fonds Covid pendant la crise. Donc on a bénéficié, je ne sais plus exactement le chiffre, mais d'un peu plus de 200 000 euros, ce qui nous a permis, nous, de faire les tests en laboratoire et de risquer, de dire ok, on fait cette recherche, ça ne marche pas, on arrête, ça marche, on continue. Puis ensuite, on a annoncé, on a eu une première aide de la BPI, donc c'est la Banque publique d'investissement en France, c'est l'organe de financement du gouvernement, pour nous accompagner sur la fabrication du premier lot clinique et de la première étude clinique, ce qu'on appelle cette phase 1. Donc là, on est sur quelques millions d'euros. De mémoire, je crois qu'on est dans les 5 millions d'euros. Et puis, on discute maintenant à la fois avec des industriels, à la fois avec le gouvernement français, avec aussi des instances au niveau européen, pour voir comment on peut financer la suite. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une petite société comme la nôtre qui peut lever des centaines de millions de capitaux. Ça, c'est inaccessible. Alors après, comment on fonctionne ou comment on finance, il y a un petit peu d'aide publique. Et puis, alors, quand vous êtes une start-up au tout début, vous avez beaucoup d'aide publique. Et puis maintenant, donc, on est une société privée cotée en bourse. Donc en fait, on peut lever des capitaux sur le marché boursier européen. C'est ce qu'on a fait l'an dernier. Et puis, ça c'était la première fois où on avait relevé des fonds. L'entrée en bourse a eu lieu en 2015. Et entre 2015 et 2019, il n'y a jamais eu de levée de fonds. Donc comment on a vécu, comment on a financé ces essais cliniques qui coûtent quand même des dizaines de millions d'euros, c'est notamment à travers nos partenariats industriels. On a un partenariat avec les laboratoires Servier, on a un autre avec le laboratoire Boehringer, on vient d'annoncer un nouveau avec Veloxis, qui est une société basée aux États-Unis. Et donc quand on fait ce type de partenariat, il nous verse une prime qu'on appelle un upfront, de quelques millions d'euros pour tout le travail qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et puis ensuite, en fonction des stades de développement, chaque fois qu'on va franchir des étapes, il y a des milestones, c'est-à-dire qu'ils vont nous refinancer, nous rembourser les coûts, avec à chaque fois une petite prime qui nous permet de réinvestir sur d'autres projets. Donc c'est un peu ce financement qu'on utilise, qui est complètement différent de la start-up qui sont beaucoup plus sous financement public, ou d'autres grands groupes qui sont vraiment purement des financements privés, levée de fonds, investisseurs, quoi.
que vous avez eu des discussions directement avec le gouvernement français et est-ce que vous avez déjà des commandes du futur vaccin que vous êtes en train de mettre en place en France et également à l'étranger? Donc on a des discussions, effectivement, on a encore, et j'espère qu'on aura toujours des discussions avec le gouvernement français, que ce soit les différents ministères. Matignon les disait aussi. Il n'y a pas de précommande. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas possible en France pour des produits pharmaceutiques qui ne sont pas déjà allés jusqu'au bout de la commercialisation. Donc il n'y a pas ce type de possibilité, en tout cas à l'échelle nationale. Et après, comme je disais, on a des discussions au niveau européen. Je pense que tout ça pourrait bouger une fois qu'on aura les résultats de la phase 1. Hein, parce qu'aujourd'hui, ça me paraît un peu prématuré pour des organes européens qui regardent certes leur société sur leur territoire, mais qui regardent aussi Pfizer, un vaccin qui marche déjà, qui achète déjà des doses. Donc je pense qu'il est important qu'on démontre que le vaccin est très bien toléré chez l'homme, qui marche en termes de vaccination. Après, est-ce qu'il protège? Ça, c'est les grandes études de phase 3 pour qu'on puisse commencer à discuter de ce type de précommande. Ouais. Quel est le planning pour les mois à venir? Chargé, tendu. Donc on vient de démarrer cette phase 1. Donc là, dans les semaines qui arrivent, tous ces sujets, cinquantaine de sujets vont recevoir une dose ou 2 doses du vaccin. On va analyser ce qu'on appelle donc la sécurité et l'immunogénicité après plusieurs semaines, évidemment. Hein, on attend et on regarde ce qui se passe. Donc ça va nous amener au courant de l'été. Et donc d'ici la fin de l'été, on aura des données, les données de cet essai clinique qui nous permettra de se dire ok, go, on continue sur une phase 2-3 tout de suite. Hein. Donc, on court-circuite ce type de phase 1, phase 2, phase 3. On passe tout de suite dans des essais pivotaux, phase 2-3 assez flexibles. Ou alors le vaccin n'est pas suffisamment sûr, ou il ne marche pas suffisamment, et à ce moment-là tout s'arrête, et nous on continue de faire ce qu'on faisait avant. Quoi. D'après ce qu'on avait lu, donc l'objectif de commercialisation, d'après ce qu'on a lu, c'était fin 2021, début 2022. Est-ce que c'est toujours maintenu? Je pense qu'effectivement, début 2022 me paraît peut-être un peu plus raisonnable, effectivement, parce que le temps passe. Mais oui, complètement, c'est toujours possible. Alors après, tout va dépendre je dirais un petit peu aussi des besoins médicaux, c'est-à-dire à quel point on va faire face à des variants qui échappent et il y a des vrais besoins de vaccination. Et les personnes qui rentrent dans les essais cliniques sont encore sensibles au virus. S'il n'y a plus de besoins médicaux, que la vaccination actuelle couvre très bien tous les variants, on aura du mal à démontrer l'efficacité, mais en même temps, ça veut dire qu'il n'y a plus de besoin. Donc, à nouveau, on est assez pragmatique. On a toujours été pragmatique dans la société. S'il n'y a pas de besoins médicaux, on s'arrête. Parce que ça sert à rien de développer un vaccin qui, à la fin, n'aura pas d'utilité. Donc, si les besoins restent importants, hein, c'est-à-dire que personne ne sait comment va se passer l'automne. Faut se parler assez franchement. Et donc, voilà, s'il y a encore une population importante qui n'est pas protégée contre le virus, on va pouvoir recruter facilement, démontrer assez ou plus rapidement l'efficacité, et on reste sur les délais de début 2022. On est à peu près sûr que ce fameux variant dit anglais, le B117, devrait être assez vite bloqué par les vaccins actuels, c'est en tout cas ce qu'on a vu en Israël ou ce qu'on peut voir ailleurs, et ce qu'on peut voir en laboratoire. La question est, on sait qu'il y a déjà une diminution d'efficacité, en tout cas en laboratoire, contre d'autres variants, le fameux dit brésilien, sud-africain. Est-ce que ces variants-là vont prendre le dessus, parce que les vaccins ne sont pas suffisamment efficaces contre eux? Auquel cas, il va falloir revacciner tout le monde. C'est déjà ce que Pfizer et Moderna préparent. Hein. Ils préparent ce qu'on appelle la 3e injection, mais avec un nouveau vaccin qui utilise la séquence du variant sud-africain. Donc est-ce que cette stratégie-là va marcher, ou est-ce qu'à l'inverse, il vaut mieux partir sur une autre technologie beaucoup plus large et qui utilise non plus les anticorps mais les lymphocytes pour protéger les personnes contre tous les variants? Nous, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est donner une protection large contre tous les variants et durable, qu'une fois qu'on ait reçu 1 ou 2 doses, on soit très débarrassé. Je pense que les vaccins ARN, par leur business model et leur flexibilité, ont plutôt envie de nous proposer une dose tous les 6 mois ou tous les 12 mois, parce que les anticorps tombent et parce que comme ça on va s'adapter à chaque nouveau variant. C'est bon pour leurs affaires, c'est un peu plus compliqué pour les campagnes de vaccination. Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé de créer un médicament comme Xenotera? Pourquoi un vaccin? Alors, c'est une super question. Plusieurs sociétés, notamment
américaines ont travaillé sur, alors pas les approches polyclonaux comme etc., sur les approches monoclonaux. Les polyclonaux ont pas mal d'avantages, justement, pour éviter cet échappement aux anticorps. Quand vous attaquez le virus à plusieurs endroits de la protéine, vous avez moins de risque d'échapper que si vous avez une seule approche. Nous, on est une société spécialisée à la fois dans la vaccination à la lymphocyté et à la fois dans les anticorps monoclonaux, pas polyclonaux comme etc. On n'a pas jugé comment dire, je dirais le besoin, en tout cas l'utilité de mettre en marche un projet sur cette approche-là, d'une part parce que on a aussi anticipé, il faut jamais raison, ces mutations dans la spike et qu'on pourrait faire un anticorps et qu'une fois arrivé au bout des essais cliniques, il est déjà obsolète. Et d'autre part parce qu'on sait que pour faire ça, il faut être très 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 rapide, très réactif pour créer un médicament et non plus un vaccin. Et on n'était clairement pas en position de faire face aux milliards injectés aux États-Unis. Et donc on n'aurait pas pu avoir cette réactivité, cette rapidité, quoi. Donc c'était un peu course perdue dès le début. Alors il y a un lien, oui, parce qu'on se connaît très très bien, notamment que ce soit Evan Leva et encore plus particulièrement Xenotera, où on a des personnes qui ont déjà travaillé ensemble, y compris moi personnellement et certains scientifiques chez Xenotera. Donc on se connaît. Alors après, une fois qu'on arrive dans des entreprises différentes avec des enjeux, il y a toujours ces aspects de confidentialité qui sont clés, ce qui fait que on ne sait jamais ce que fait l'autre exactement. Mais bon, voilà, on se comprend. Et après, je dirais que la communication, elle est plutôt au niveau mondial, c'est-à-dire que Xenotera, nous, ou même Valneva, on publie nos résultats dans des revues scientifiques. Et donc, de cette manière-là, tout le monde a accès. Et c'est un point assez fabuleux, je trouve, quelque chose qui a changé la dimension du partage de la connaissance. D'habitude, c'est assez lent, ça prend du temps, et les chercheurs ont tendance à garder un peu pour eux. Là, tout de suite, dans la crise sanitaire, tous les jours, il y avait des partages d'informations, de données publiées qui ne sont plus passées par les comités de revue tout de suite sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et il y a eu une quantité de données partagées assez fabuleuse, ce qui nous a permis d'avancer aussi beaucoup plus vite. On a eu accès à des informations de laboratoires d'Hong Kong, d'Oxford, de Los Angeles, New York, et en fait, s'ils avaient pas partager leurs données de manière aussi immédiate, on n'aurait peut-être pas pu apprendre aussi vite voilà, et designer le vaccin de manière aussi efficace. Donc la communication elle est au niveau mondial, et puis après localement on se connaît, et puis ouais, effectivement si on peut se donner des coups de main, voilà, il y a quand même une petite communauté locale. Il y a un truc qui est fabuleux, c'est que tout le monde s'est rendu compte que la science c'est important, que la biologie, la médecine et l'immunologie, je crois qu'il y a eu le niveau de connaissance globale de l'immunologie en France, enfin, probablement partout dans beaucoup de pays dans le monde, a monté d'un cran. La population globale comprend ce que c'est que des anticorps, des lymphocytes, ce que c'est que des étapes de développement clinique, ce que c'est que des variants, des mutations. Enfin, c'est assez incroyable. On peut discuter avec tout le monde de notre projet, les gens arrivent à comprendre. Donc ça, c'est chouette. Le partage de la science à vitesse, comme je dis, VV', XXL, ça c'est super chouette. Je ne sais pas si ça restera, il y aura probablement des acquis de cette manière. Après, on a toujours le pendant de l'autre côté, c'est cette course à la communication, cette communication beaucoup trop rapide, voire parfois très bancale, avec des données qui sont publiées puis rétractées, des experts qui se contredisent, ou parfois la science a besoin d'un peu de temps pour maturer les choses et créer un consensus. Et c'est vrai que de l'autre côté, il y a aussi des citoyens qui parfois sont perdus, quoi, et ne comprennent pas forcément que il n'y a pas une vérité unique, et il y a parfois plusieurs avis où tout le monde a peut-être raison et tort en même temps, et à un moment donné, quand la science a maturé suffisamment, il y a un niveau de consensus qui sort. Le fait que ce soit exposé comme ça dans les médias, et parfois utilisé ou manipulé, y compris par les scientifiques ou les médecins eux-mêmes, je pense pas que ça serve toujours la science, ça c'est clair. Malheureusement.